Bonjour, bienvenue à l'écoute de Bethesda, le podcast de la guérison et de la conversion. Ici, nos témoins vous racontent comment l'extraordinaire a bouleversé des vies ordinaires et comment le Christ, avec ses saints et les anges du ciel, est tout le temps à l'œuvre dans toutes les circonstances de la vie. Des femmes et des hommes comme chacun d'entre nous qui acceptent de raconter leur histoire en toute sincérité et simplicité. Bethesda est une production de Zeteo et c'est chaque semaine un nouvel épisode, un nouveau témoin, un nouvel éclat de la grâce et de l'action de Dieu qui est partout et qui ne demande qu'une chose, que nous entrouvions notre porte pour être submergés d'amour. Cette semaine, nous retrouvons Arnaud et Axel qui témoignent de l'arrivée de Jérôme, leur fils trisomique, leur dernier-né d'une fratrie de 6 enfants. Jérôme ouvre les cœurs. D'ailleurs, ça continue encore aujourd'hui alors qu'il a 14 ans. Ça marche encore. Et puis, une histoire qui est quand même incroyable, on n'a pas de parraine-marraine pour Jérôme. Et là, ça se passe de manière incroyable. On a tous les deux des familles nombreuses, enfin surtout Arnaud, des grands-neveux, nièces, voire même une fille aînée qui aurait pu être la marraine. Mais là, c'est différent. Avec Jérôme, on sent bien qu'avec cette trisomie... on sent qu'on a besoin que le Saint-Esprit nous éclaire. Alors nous prions beaucoup. Et là, le ciel va nous répondre de manière extraordinaire. Alors le parrain, donc on a un très bon ami, même une famille avec une très belle amitié. Le papa s'appelle Jérôme. Sa femme donc et lui sont de grands amis de notre couple. Et avec Axel, nous pressentons qu'il ferait un très bon parrain. Et on fait le choix de lui demander. Donc quand il vient à la maternité, et qu'on lui demande d'être parrain, incroyablement, il ne semble pas étonné. Il répond tout simplement, en s'adressant à notre bébé, « Tu sais, bonhomme, que je t'attends depuis 3 ans. Et ça fait 3 ans que je prie pour toi tous les jours. » Et sa femme, bien sûr, d'acquiescer. Et en fait, il nous a expliqué qu'il avait reçu dans la prière le désir d'adopter un enfant avec un handicap. Chose qui n'a pas pu se faire pour des raisons très pratiques liées à leur famille. Voilà. Et donc, il accueillait Jérôme comme la réponse à ce désir. Pour nous, c'est comme un moment où le ciel touche la terre. C'était un moment incroyable. Pour la marraine, c'est un peu la même chose. Nous sommes le 7 octobre, c'est la fête de Notre-Dame du Rosaire. J'ai une très bonne amie avec laquelle j'échange à propos de la naissance de Jérôme. Et elle a les petits mots qui vont bien. Et elle termine son petit SMS en me disant « Si ce petit bout n'a pas encore de marraine, je veux bien l'être. Je m'inscris sur la liste. » Alors qu'on lui a rien demandé. Banco. Nous la prenons au mot, et en fait, moi, je sais très bien, dans le fond de mon cœur, que c'est la réponse de la Sainte Vierge. Et là encore, une histoire de c'est raisonnable ou pas raisonnable. Parce que elle, la veille au soir, elle avait dit à son mari, tu sais, on a vraiment assez de filleuls comme ça, maintenant, ce n'est pas raisonnable d'en prendre un de plus. Ah non, ça vraiment pas. Le lendemain, on lui fait cette demande, et le surlendemain, elle ne résiste pas, et elle dit oui à Jérôme. Encore une fois, Jérôme bouscule nos plans et nous fait entrer dans ce que j'appelle la folie de l'amour. Alors parlons un peu de nos enfants. Donc nos enfants, très heureux d'avoir un nouveau petit frère. Nos enfants sont encore petits, puisque l'aîné n'a pas encore 10 ans. Et en fait, il voit très peu les différences de Jérôme. Alors bien sûr, il remarque les petites lunettes à oxygène sous son nez, les fils partout. Il voit bien que leur petit frère est fragile, qu'il est médicalisé. Mais sinon, pas beaucoup de différence. Pour leur parler de Jérôme, on avait pris conseil auprès d'une association ou de parents. Et on essaye de voir ce que dans leur univers la trisomie veut dire. Et de leur faire comprendre avec leurs propres repères. Alors par exemple, on va leur dire qu'il marchera plus tard, qu'il parlera difficilement,
voire même très difficilement, qu'on ne sait pas exactement comment ça va se passer pour lui à l'école. On ne sait pas s'il pourra aller au CP ou pas, s'il pourra lire ou pas. Dans leur univers, ça leur pose pas énormément de problèmes, notamment pour les plus petits. Celle qui a 9 ans, 10 ans même à ce moment-là, se pose quand même des questions un peu plus importantes, mais pas plus que ça. Tout ça, en fait, ce qui est le plus important, c'est cette joie et ce bain d'amour lié à un petit bébé qui naît. Et d'ailleurs, il va très vite être surnommé par l'une de notre fille Trésor mignon, qui est un diminutif de trisomignon, lui-même un diminutif de trisomique. Et c'est une famille qui avait un enfant avec trisomie qui nous avait donné ce petit surnom. Voilà. Et d'ailleurs, nos enfants ont déjà rencontré quand même un jeune garçon trisomique qui doit avoir une petite dizaine d'années, qui est adopté par une famille. Et cela les aide un peu à se projeter dans l'avenir. Mais tout ça est très, j'ai envie de dire, est très doux. C'est pas du tout anxiogène pour eux. Pas du tout. Et puis le baptême de Jérôme arrive. L'église est pleine, c'est très beau de voir que nous avons été entourés par tous nos amis qui venaient de loin. Et c'est un moment de grâce, un vrai moment de joie, de paix. Enfin, c'est un peu le ciel sur la terre, en fait. On était dans un autre... comme si les cieux s'étaient ouverts. Voilà, on vit un peu ça, en fait, le ciel sur la terre. Oui, sur tous ces amis, on a eu des très beaux témoignages. Je pense à une amie d'enfance qui nous écrira après ce baptême, très personnellement, je me suis sentie tirée vers le haut par votre paix et votre joie. Il y a une phrase de Jésus à Saint-Pierre dans l'Évangile, difficile à traduire, mais très compréhensible par Axel, je pense, c'est « Duc in altum ». Elle vous va très bien, affectueusement. Et c'est très étonnant parce que cette phrase « Duc in altum » qui veut dire « avance au large » est une phrase de l'Évangile qui nous porte depuis le début de notre mariage. Il y a aussi ce beau témoignage sur la fratrie que je voudrais vous partager. Une amie que je connaissais peu et qui a tout compris à notre famille et qui nous écrivait après la naissance. « Sais-tu, Jérôme, que tu as une merveilleuse famille, une maman qui te donnera tout l'amour du monde et plus encore, un papa qui déplacera des montagnes, une sœur Lorraine qui t'éveillera avec toute sa gentillesse. Il y a aussi Anne-Maëlle qui te racontera des tas d'histoires qui te feront rire, un chevalier Gabriel avec qui tu pourras partager ses jeux, un petit Paul que tu trouveras très grand et une Marie-Liesse très charmeuse. Et toi, tu viens donner tout ton amour à cette famille qui t'attendait. » On a... évidemment, on a lu, au moment de cette naissance, et notamment Jean Vanier, qui a quand même passé une partie de sa vie avec des personnes handicapées, et qui parle de la blessure du handicap, en disant quelque chose qui est très juste, c'est que finalement, les personnes handicapées, leur plus grande blessure, c'est pas le handicap. C'est d'abord, fondamentalement, d'être rejeté par leurs proches. Le plus dur, c'est pas d'être handicapé, c'est de pas être aimé, c'est l'exclusion. Et quand ces enfants, quand ces adultes sont aimés, ils sont formidables. Et ils nous remettent tout le temps dans la dimension de l'amour. Et on n'en veut pas à ceux qui n'y arrivent pas, c'est difficile, c'est très... la confrontation au handicap, c'est aussi une remise en question personnelle qui parfois est difficile, qui dépasse, voilà. Donc on peut pas leur en vouloir, mais il faut les aider aussi, tous ces gens, pour qu'ils soient à l'aise avec cette différence. Eh bien ensuite, c'est le retour à la maison. Je suis restée 10 jours à la maternité quand même, 10 jours, donc voilà. Le retour à la maison est un petit peu quand même, on va dire, chaud au niveau matériel. Et finalement, c'est la vraie vie avec 6 enfants qui commencent et pour moi et pour Jérôme. Mais comme disait Arnaud, en fait, ce qui prévaut vraiment dans ce retour à la maison, il y a 2 choses. C'est d'abord l'amour qui circule. Voilà, c'est un bain d'amour partout. Il y a un enfant qui vient voir Jérôme, qui vient lui faire un bisou. J'ai des téléphones merveilleux. Enfin voilà, et on écrit, comme on disait tout à l'heure, une lettre à nos proches
pour leur dire que c'est vraiment ça le plus essentiel qu'on est en train de vivre et qui est quand même très beau et très joyeux dans le fond. Moi, ce qui est plus compliqué, c'est que je me retrouve donc mère de famille nombreuse, très nombreuse, avant d'être mère d'un enfant handicapé finalement. Et donc c'est ce quotidien très intense dont je me souviens, avec cette joie et cet amour qui circulent, mais quand même et cette fatigue dont on parlait au tout début, qui réapparaît quand même. Hein. Voilà, l'aîné a 10 ans, les 3 derniers ont même pas 3 ans, 18 mois et quelques mois. Voilà, donc c'est ça qui m'habite au quotidien. Et on apprend au fur et à mesure à devenir parent d'un enfant handicapé. Et la première chose qui nous vient, ou qui me vient, c'est qu'on apprend à se battre et à se battre contre l'administration. Alors c'est très surprenant parce qu'avec le handicap, la société se met en quatre pour nous proposer ses services, son aide, ce qui est extraordinaire. On a la chance de vivre dans notre époque, à notre époque, de ce point de vue-là. Sauf que c'est parfois assez intrusif. Ils font les choses à notre place. Bon, super, c'est très gentil, mais en même temps, c'est nous les parents. C'est notre rôle, c'est notre responsabilité de discerner ce qui est bien pour les enfants. On a besoin de conseils, mais enfin, c'est nous qui décidons, bien sûr. Et ça, c'est quelque chose de compliqué, parce que l'administration, aujourd'hui, elle raisonne avec des statistiques, des moyennes, des profils types, etc. Et les décisions sont prises en fonction de cela. Pour vous donner une idée, la commission de la MDPH, donc la Maison des personnes handicapées, dans le département où nous habitions, se réunissait pour prendre les décisions relatives à notre fils sans les parents. Donc il y avait l'enseignante référente, la psychologue, etc., etc. Gens qui avaient rencontré notre enfant 2 fois dans l'année et qui prenaient les décisions sans nous. Je rectifie parce que c'est important. La MDPH prenait les décisions après consultation des professionnels concernés, nous étant là, mais n'ayant jamais rencontré Jérôme. C'est ça, hein, je crois. Oui, c'est ça. Voilà, n'ayant jamais rencontré Jérôme. Donc, voilà. Voilà, donc finalement, ça illustre bien voilà, des décisions qui sont prises. Alors évidemment, on a été consulté en amont, mais on ne fait pas partie de la décision. Voilà, et ça, c'était quand même très compliqué et on a eu du mal à l'accepter. On s'est battu, d'ailleurs, on l'a pas accepté, et on s'est battu. Voilà, en fait, Jérôme, c'est pas un chiffre, c'est pas une stat, c'est une personne, et il faut c'est lui finalement qui nous guide un petit peu dans les décisions qu'on doit prendre, et il faut accepter de se mettre à son écoute. Alors, donc, on était dans la vie de la famille nombreuse. Et bien, finalement, Jérôme, qu'est-ce qui se passe pour lui? Eh bien, il va pas tout de suite à la maternelle. Il va d'abord, comme les autres, à la garderie. Il est accueilli. Il va faire beaucoup de kiné. Je m'en occupe beaucoup, ainsi que des autres. Voilà. Et donc, c'est, j'ai envie de dire, une histoire de famille ordinaire, avec cette différence, mais ordinaire, avec les joies, les peines, la vie, encore la vie, ça bouge dans tous les sens. Et il y a quand même beaucoup de joie. Finalement, donc Jérôme, après la garderie, c'est le temps de la scolarité qui se profile à l'horizon. Est-ce que Jérôme va pouvoir aller en maternelle ou pas? L'administration nous pousse vers tout ce qui est école spécialisée. On va appeler ça s'appelle à l'époque CLIS, ULIS, enfin je ne sais plus trop. Mais bref, et nous, on sait que pour Jérôme, il faut qu'il reste en maternelle ordinaire. Donc à ce moment-là, on a une institutrice qui est un petit peu réticente parce qu'elle a peur en fait. Alors on désamorce les peurs, on parle beaucoup. Et tout se passe très bien. Donc, il nous fait quand même, je crois, au moins 4 années de maternelle, au moins. Et ensuite, revient la question du CP. Alors là, ça, c'est une grande décision à prendre parce qu'on n'a absolument aucune idée des compétences de Jérôme. On voit bien que c'est un petit bonhomme quand même qui est plutôt assez vif, assez... Voilà. Mais qu'est-ce qui est bon pour lui? À nouveau, l'administration nous le met dans la case CLIS. Surtout pas de CP, ce sera pas bon pour lui. Et là, une fois encore, on se bat, comme les parents d'ailleurs d'enfants trisomiques nous avaient dit, c'est ce que vous aurez à faire, vous verrez toute votre vie vous battre. Alors on se bat pour qu'il aille en CP ordinaire, où d'ailleurs on a une maîtresse merveilleuse qui l'accueille. Et on se bat aussi pour que ces fameuses aides, dont on entend souvent parler dans l'actualité, ces auxiliaires de vie scolaire, soient au rendez-vous de la rentrée scolaire. Elles ne seront d'ailleurs jamais là, mais elles arrivent toujours en octobre ou novembre, la bouche en cœur, voire même plus tard encore en saison. Mais en se battant, elles arrivent.
Donc il y a une vraie dimension de parcours du combattant dans le rôle de parent d'enfants handicapés. Voilà, donc on s'est battu, il a fallu rencontrer enseignants, directeurs d'école, inspecteurs d'académie. Alors c'est pas nous qui l'avons rencontré directement, mais via la directrice d'école, la psychologue de la MDPH. Voilà, ça c'est même fini. On a déménagé, on est revenu en région parisienne et 1 mois après notre arrivée, on écrivait recommandé, puis lettre de mise en demeure à la MDPH, à la Maison des personnes handicapées. Voilà, donc il y a vraiment cette dimension-là. Et quand on y réfléchit, je pense qu'on était, pour nous, c'était très clair qu'il fallait se battre, qu'il fallait pas lâcher. C'était notre responsabilité. On n'est pas vraiment des personnes particulièrement belliqueuses, mais c'était important, ça nous tenait à cœur. C'est un peu comme le combat pour la justice, pour le plus faible. Hein. Lui aussi, il a le droit qu'on se batte pour lui. Voilà. Comme si l'Esprit Saint nous avait mis dans le cœur de ne pas lâcher le sujet et nous donne cette force jour après jour. Et c'est pas évident, parce qu'il en faut de la force. Voilà. Il en faut de la force d'ailleurs pour l'élever. Par exemple, les enfants trisomiques, et Jérôme n'en fait pas exception, les enfants trisomiques sont très têtus. Et parfois, quand ils font des blocages, on ne sait pas trop comment s'y prendre avec eux. Voilà, c'est un exemple, et ça c'est difficile. Ou bien il y a un décalage relationnel. D'autant plus que Jérôme évolue dans un milieu plutôt ordinaire, donc il est toujours un petit peu entre les deux, pas à l'aise forcément dans le milieu ordinaire, en tout cas n'ayant pas il y a un décalage dans les relations, et en même temps un petit décalage aussi avec le milieu du handicap. Voilà, donc il y a un décalage, et donc, tout ça c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on arrive à gérer. Bon, mais moi j'aimerais parler des bonnes étoiles, parce que là aussi on a vraiment l'impression que Jérôme est vraiment accompagné par le ciel dans sa vie. Les bonnes étoiles, il y a plein de visages qui me viennent. J'aimerais parler là de son incroyable kiné. C'est la première personne que je rencontre qui s'occupe de Jérôme et qui est juste formidable. Juste formidable. D'abord, il considère Jérôme comme une personne, pas du tout comme un problème, comme un petit bonhomme qui va réussir, qui va y arriver et qui marchera. Et il lui donne vraiment, je sais pas, comme s'il lui insufflait cette énergie, comme si, voilà. Et ça, pour moi, c'est une bonne étoile sur sa route. Et d'ailleurs, ça aussi incroyable, Jérôme marchera très vite. Et voilà, alors entre l'inné et l'acquis, hein, ça, je ne sais pas, mais il marchera très vite à 2 ans. Le jour de ses 2 ans, on était à Lisieux pour la béatification de Louis et Zélie Martin. Et il marchera ce jour-là. C'est sûr que c'était émouvant. Je pense aussi à justement cette super maîtresse de CP d'école publique, cette femme extraordinaire qui avait accueilli 10 ans auparavant dans son école un enfant qui était atteint de surdité, et elle s'était initiée à une méthode de lecture qui s'appelle Borel Mezzoni et qu'elle pratiquait parce qu'elle savait que c'était très important pour les enfants, même ordinaires. Et ce qui fait que quand Jérôme est arrivé, elle lui a ouvert tout grand les portes de sa classe. Elle a dit « Mais bien sûr, je suis OK pour le prendre dans ma classe. Vous allez voir, il saura lire, votre fils, avec moi. » Elle l'a gardé 2 ans parce qu'elle a senti que c'était bien pour lui. N'empêche qu'aujourd'hui, Jérôme lit lentement. C'est un effort, c'est coûteux pour lui de lire, mais il aime lire. Et ça, on le doit à cette Nathalie, cette étoile sur son parcours. Donc il y a beaucoup d'étoiles. Moi, je pense par exemple à ce maître de CM1, CM2, qui en fait a fait le choix, quand il a rencontré Jérôme, je sais pas, il s'est passé quelque chose, et il a fait le choix de rester 2 ans de plus. Il a fait le choix de reprendre la classe où Jérôme allait aller, et de rester 2 ans de plus dans un établissement qu'il devait normalement quitter. Voilà, et tout ça pour Jérôme. Voilà, quand même un dévouement assez extraordinaire. Ou encore, on pense à cet EVS qui débarque le jour dans son école, le jour de la Sainte Rita, patronne des causes désespérées. On cherchait quand même, on était un peu désespérés pour trouver un AVS, donc assistant de vie scolaire. Il y a aussi les rencontres qu'on fait grâce à Jérôme. Ça, c'est extraordinaire. Avec un enfant handicapé, en fait, c'est très simple, on change de dimension. Je suis pas très bonne en physique, en géométrie de l'espace, mais moi, je dis qu'on passe de la 3D à la 4D. Cette 4e dimension, c'est celle du cœur, celle de la fragilité, celle de l'invisible aussi. Voilà, on entre dans ce nouvel univers, et c'est un peu comme le chapelet. Il y a la vie avec et il y a la vie sans. Et la vie avec ce cœur, cette fragilité, cet invisible, c'est incroyable, surtout donc on le partage avec d'autres familles qui elles aussi ont des enfants handicapés ou porteurs de trisomie. Et ce qui est
spectaculaire, c'est que quand on se retrouve avec ses familles, on a organisé plusieurs pique-niques en montagne, on s'est retrouvés, parce qu'on a besoin, entre guillemets, de se tenir chaud entre nous. Et bien, c'est comme si on faisait partie d'une même famille, celle des fameux trisomignons. C'est une expérience très belle, une magnifique expérience à vivre. C'est un peu celle du royaume de Dieu qui est déjà parmi nous, au milieu de nous. Et ces petits moments, eh bien, nous aident à poursuivre le chemin et l'aventure. Mais c'est vraiment des moments oui, où je pense à cette phrase, le royaume de Dieu est au milieu de nous. Et toujours grâce à ces pauvres. Je me souviens très bien d'une balade en montagne qu'on avait fait, qui est mémorable. Il faisait froid, c'était au mois de juin. Il aurait dû normalement faire beau et chaud. En fait, il faisait froid, mais je vous dis même pas comment. Il devait faire 10, peut-être 15 degrés, mais grand maximum, plutôt 10, 12. On était tous frigorifiés. Ça aurait dû être un moment quand même pas très sympathique. Et là, les papas se sont ensemble, je sais pas, ils se sont mis d'accord et ils ont décidé de faire un petit feu. Voilà, donc on s'est installé, on a fait un petit feu en plein cœur de la montagne avec tous ces enfants trisomiques et c'est devenu un moment, un moment magique, un moment de partage, un moment de fête et un moment de joie immense, alors que normalement, humainement, ça ne devrait pas être, et pourtant c'était. Ça a été. Et ça reste, gravé dans mon cœur. Alors Jérôme, depuis tout petit, il évolue dans le monde qu'on appelle, entre guillemets, normal. Donc encore aujourd'hui, il est au collège, il est dans le scoutisme, voilà. Donc il évolue dans ce monde-là tout en gardant, et nous on insiste pour qu'il garde un lien avec le monde du handicap. Et clairement, la richesse de sa personnalité fait des merveilles. Et à chaque fois qu'il passe, il crée un élan de sympathie. Finalement, c'est peut-être ça la mission des personnes handicapées sur Terre. C'est qu'ils révèlent ce qu'il y a de meilleur dans le cœur de l'homme, ce qu'il y a de meilleur dans le cœur des personnes qui sont sur leur route. C'est ce qu'on observe, c'est le témoignage qu'on peut porter. On pourrait porter aussi, il y a quand même des témoignages négatifs, c'est-à-dire qu'il n'est pas accepté partout. Il y a aussi de l'exclusion. Je pense notamment à de l'exclusion dans le milieu sportif. Où on voulait lui faire du handball et le prof n'a pas voulu, considérant que c'était trop compliqué, trop risqué. Mais bon, ça fait partie de la vie. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que il est quand même largement accueilli et qu'il y a un vrai élan de sympathie. Oui, et je pense que si on parle d'inclusion, puisque c'est le mot qu'on utilise aujourd'hui, d'inclusion. Moi, je suis très, très marquée, en fait. Avant, je m'excusais presque d'arriver dans une institution, dans une structure avec Jérôme, et je quémandais un peu en disant, oui, est-ce que vous voudrez bien quand même accueillir notre fils, parce que je sais bien, le pauvre, c'est pas facile, et pour vous, ce sera pas facile. Maintenant, c'est plus du tout mon état d'esprit. En fait, je suis intimement persuadée que Jérôme a beaucoup à apporter aux autres et que c'est une chance pour les autres d'avoir un Jérôme auprès d'eux. De la même manière que c'est une chance pour Jérôme d'être au milieu de ses enfants, entre guillemets, dits normaux. Mais aujourd'hui, c'est vraiment à égalité. Je m'excuse plus du tout excusez-moi. Et d'ailleurs, on en a eu la confirmation de cet état d'esprit qui est, je pense, celui de l'inclusion, même s'il n'est pas toujours facile à mettre en œuvre. C'est quand on est revenu en région parisienne après avoir été en province et il fallait lui trouver un établissement. Et en fait, on a rencontré le directeur de l'établissement où nos enfants allaient. Et quand il a su qu'on avait un enfant trisomique, il nous a dit en gros « Oh, mais ça m'intéresse !» Ça m'intéresse parce que je pense que pour mon établissement, avoir des enfants, des jeunes trisomiques, c'est très important. C'est très important pour eux, c'est très important pour les parents de mes enfants parce que ça va les faire bouger, ça va les faire évoluer, voilà. Et donc, si c'est possible, j'aimerais bien accueillir votre fils dans mon établissement. Alors forcément, quand les choses sont présentées comme ça, nous, pour les parents, c'est juste merveilleux.
La question, elle n'est pas seulement dans le monde de l'enseignement privé, elle est aussi un peu générale dans la société. Et moi, je travaille dans une grosse entreprise. J'ai eu l'occasion de discuter dernièrement avec un membre du comité exécutif qui porte toute la démarche handicap du groupe. Et en fait, l'échange qu'on a eu était assez riche. Il m'a dit qu'il était personnellement assez convaincu de la richesse qu'apportaient les personnes handicapées dans une communauté ou dans une entreprise, et que lui, il œuvrait pour l'intégration de personnes autistes, donc au sein d'une organisation de l'entreprise, parce qu'il était vraiment conscient de la richesse et de l'apport de ces personnes dans l'organisation. Donc apport à la fois par leur qualité intrinsèque, les personnes autistes ont des qualités extraordinaires, et en même temps l'apport dans le collectif, l'apport dans le travail d'équipe. Intéressant, et c'est vraiment un sujet de société. Bon, cela dit, pour revenir à la vie de Jérôme, le faire, l'aider, l'accompagner dans ce monde ordinaire, c'est pas si simple. Il faut beaucoup s'impliquer, se rendre très disponible, être très proche de ce qu'il vit. On a la chance de le faire en couple. Mais bon, voilà, la vie amicale, aujourd'hui c'est l'adolescence, tout ça c'est... Voilà, c'est difficile, on le redit, de la même manière que sa naissance a été difficile, mais Dieu veille, on en est convaincu. Dieu veille, et je crois aussi, et j'en suis persuadée, que Dieu se sert de Jérôme comme d'un petit prophète pour notre monde. Donc Dieu se sert de Jérôme pour être son prophète, en fait, tout simplement. Et très concrètement, alors là, de manière très visible, Jérôme sert la messe depuis qu'il a 5 ou 6 ans. Le nombre de personnes qui sont venues nous voir à la fin de la messe en nous disant « C'est votre fils, mais c'est incroyable la manière dont il sert la messe. Il est tellement présent, moi je ne regarde plus le prêtre, je ne regarde que lui pendant toute la messe. » Ou bien ce que faisait Jérôme, comme les enfants trisomiques imitent beaucoup, il imitait notre prêtre qui, dans la paroisse où on était, donnait la paix du Christ à tous les paroissiens. Donc, il allait dans l'allée centrale, il donnait la paix du Christ, il revenait. Donc, c'était assez long. Jérôme le suivait et faisait la même chose que lui. Et je crois vraiment, plusieurs personnes nous ont dit qu'elles étaient émues aux larmes et que, clairement, elles recevaient, par l'intermédiaire de Jérôme, une paix divine ou même une consolation. Il y avait vraiment cette dimension de prophète de Jérôme qui existe sans doute aujourd'hui, mais c'est vrai qu'en tant qu'adolescent, c'est peut-être moins visible. Oui, c'est un enfant, d'abord comme tous les enfants, qui a des charismes uniques. Je pense que de par sa trisomie, il a un charisme unique auprès des personnes qui souffrent. Forcément, la fragilité, la pauvreté, il y a des liens assez fort. Voilà, il a un charisme auprès des gens qui souffrent, auprès des gens démunis, des personnes de la rue ou des personnes qui sont, comme on dit, en galère. Et il va directement dans le cœur des gens. Il a un cœur très compatissant. Il a une manière de sentir le cœur des personnes. C'est un peu, il devine ce qu'il y a au plus profond du cœur des gens. C'est très impressionnant. J'ai le témoignage d'une personne que je connaissais qui me disait au début, j'avais peur parce que j'avais peur que Jérôme me mette à nu. Puis en fait, c'est devenu un ami très proche et il adorait Jérôme. Voilà. Alors, par exemple, quand il était petit, Jérôme, quand il y avait un frère ou une sœur qui était triste, en fait, c'était systématiquement, il allait voir Jérôme, il lui faisait un gros câlin. Voilà. Et Jérôme, on l'appelait à ce moment-là le consolateur. Et d'ailleurs, ça continue. Il continue à être le consolateur pour toute la famille. Je voudrais rajouter quelque chose concernant Jérôme et concernant finalement l'ensemble des enfants handicapés. On a la chance d'avoir Jérôme, qui est un jeune homme qui a des talents, qui nous montre un petit peu ses talents, qui n'a pas que des talents, qui a aussi des faiblesses, puis qui a ce handicap. En fait, ce qu'on dit, ça concerne Jérôme, et je pense que chaque enfant trisomique et sans doute handicapé, je connais moins le reste du handicap, mais a aussi ses talents. Chaque enfant a ses richesses. Et finalement, c'est eux qui nous disent, qui nous découvrent leurs talents. Et ce qu'on a dit sur Jérôme, on a beaucoup témoigné de Jérôme, mais je suis convaincu que d'autres parents aussi pourraient témoigner des merveilles de leur enfant handicapé. Voilà, Jérôme, il n'est pas sur un piédestal extraordinaire par rapport à d'autres enfants. Non, je pense qu'il est comme les enfants, et on retrouve d'ailleurs des
des traits de caractère très communs aux enfants trisomiques chez Jérôme. On a parlé du blocage, on pourrait parler des difficultés de l'adolescence. C'est pas facile l'adolescence d'un enfant trisomique, que ce soit chez un garçon ou chez une fille. Voilà, donc il est comme les autres. Bon, simplement, il a des talents. Peut-être qu'il a la chance d'avoir peut-être des talents qui sont peut-être visibles, et du coup, il est dans un environnement normal. Mais il n'empêche que on en connaît aussi d'autres, des enfants trisomiques qui sont extraordinaires, qui sont pas dans un environnement normal, qui sont dans une classe qu'on appelle Ulysse, une classe mélangée avec des enfants trisomiques, mais qui sont incroyables. Incroyable. Donc en fait, il n'est pas sur un piédestal, il n'est pas extraordinaire par rapport aux autres. Je pense qu'il y a quelque chose d'un peu générique entre guillemets dans ce qu'on dit sur Jérôme, qui concerne beaucoup d'enfants handicapés. Il n'empêche que c'est vrai que depuis que il est né, on a toujours entendu oui, mais Jérôme, lui, c'est pas pareil que les autres. Donc, on nous a toujours d'ailleurs renvoyé le fait qu'il était, entre guillemets, surdoué et que pour lui, le parcours était donc exceptionnel. Je ne sais pas si c'est si vrai que ça, mais effectivement, j'aime bien, je fais quand même très attention quand je parle de la trisomie de Jérôme, je rajoute toujours, c'est une trisomie qui n'est pas compliquée. C'est une trisomie qui n'est pas associée à d'autres troubles. C'est une trisomie qui est assez légère, entre guillemets. Mais comme disait Arnaud, ça reste quand même une trisomie et ça reste un handicap avec tout ce qu'on vient de vous partager. Donc Jérôme a 14 ans aujourd'hui et il est scolarisé dans une école entre guillemets normale, il est en 5e. Et on va bientôt être confronté au choix, à des choix très structurants pour son avenir. Alors, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? D'abord, on pense que Jérôme pourra avoir un travail. Et en fait, ce qu'on voudrait et ce qu'on pressent, c'est d'essayer de l'orienter pour qu'il soit de plus en plus autonome. L'avenir le dira, mais pour le moment, on pressent qu'il peut aussi être autonome, avoir un petit appartement, un travail, à distance de nous. Pas trop loin, mais quand même à distance. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'il va donc l'année prochaine rentrer en 4e, et on sait que là, il va y avoir un vrai décrochage par rapport à son environnement. Et on a la chance d'avoir discuté avec son directeur de collège. Et on va essayer de l'orienter pour faire des stages. L'idée, c'est on a 2 ans pour qu'il puisse trouver vraiment ce qu'il aime. Alors, il y a plusieurs voies. D'abord, bien sûr, tout le monde rêve des cafés joyeux. Ça, pour les parents d'enfants trisomiques, c'est une telle espérance. Donc, il nous dit, je vais être serveur. Donc, on va essayer de lui trouver un stage dans un restaurant pour être serveur. Après, ce qu'on voit aussi, c'est que c'est un garçon qui aime beaucoup se dépenser physiquement. Hier, j'ai fait beaucoup de jardinage avec lui. Il était avec une pelle, un petit tracteur, et il était vraiment aux anges. Donc peut-être qu'on va aussi explorer cette piste-là. Et puis une 3e piste, c'est que c'est quand même un enfant qui a un relationnel extrêmement développé. Et donc finalement, on se dit, dans tous les métiers, peut-être médicaux ou paramédicaux, il pourra peut-être apporter beaucoup, parce qu'il va faire rigoler, il va apporter de la chaleur, etc. Alors, quand il était plus petit, il voulait être brancardier. Je ne sais pas s'il aura le niveau pour être brancardier, mais enfin peut-être des métiers comme ça. Donc, on parlait du combat. Nous, le combat qui s'annonce pour nous, ça va être vraiment ce discernement, de trouver vraiment sa voie avec lui. C'est lui qui va nous dire, pour à partir de la seconde, donc l'orienter dans un enseignement professionnel qui lui conviendra. Tu parlais relationnellement, il était très doué. On peut même aller plus loin. Je pense vraiment que les enfants trisomiques sont des surdoués de la relation. J'aime bien raconter cette histoire. Quand on est revenu en région parisienne, on était un peu confrontés à un monde un peu plus déshumanisé que celui de la province. En province, on s'échange facilement un petit signe, un petit coucou, etc. Et là, je pense que Jérôme lui-même a senti un peu ça. Et alors, résultat, ça lui convient pas. Donc, il veut de la relation, Jérôme. Il veut toujours et encore entrer en relation avec les personnes. Et alors, quand il traverse, et je l'ai vu, j'ai été témoin, quand il traverse la rue, en fait, il traverse tout doucement jusqu'au moment où il arrive à faire un petit signe à la voiture qui s'est arrêtée. Et quand il a obtenu le petit coucou du conducteur, il trace et il va à l'autre bout du trottoir. C'est incroyable et il arrive à faire décrocher des sourires aux plus renfrognés des Parisiens. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. L'autre chose,
Jérôme, donc, dans sa fratrie. Jérôme, comme je l'ai dit, tout petit, c'était vraiment une bulle d'amour. Voilà, il évoluait dans une bulle d'amour, tout le monde l'aimait et tout va bien. Avec le temps, Jérôme prend quand même beaucoup de place. Et ça, c'est un petit peu notre difficulté. C'est comment faire pour que, en même temps, il soit au centre et en même temps qu'il ne prenne pas toute la place. Voilà, c'est un équilibre difficile à tenir. Voilà. Alors, ce qui est sûr, c'est que tous ses frères et sœurs l'adorent. Voilà, c'est le mot qui me vient. Mais il y a vraiment un amour extrêmement fort de chacun pour leur petit frère, qui est très très différent. Avec le temps, on se rend compte que Jérôme a des liens personnels avec chacun de ses frères et sœurs. C'est très différent avec l'un ou l'autre, mais quand il en manque un, il dit, tiens, quand est-ce qu'elle rentre? L'autre jour, je vais le réveiller, et je lui dis, oui, allez, c'est vendredi. Alors il se réveille, il me regarde, il me dit, on est vendredi? Je dis, oui. Il me dit, vendredi, il y a Gabriel qui rentre ce soir. Je dis, oui. Il me dit, oh, yes! Voilà, il a des liens très forts. Et alors, ce qu'on nous avait dit, et ce qui est très vrai, on le vit, c'est que les enfants avec une trisomie sont fédérateurs dans la famille. C'est-à-dire qu'une famille nombreuse, ou même une famille moins nombreuse, pour qu'elle soit unie, il faut développer parfois des trésors d'imagination, et puis cette unité, parfois elle est mise à mal. Et on nous avait dit, vous verrez, Jérôme, il sera fédérateur, il fera l'unité dans votre famille, parce que ces enfants-là détestent les conflits, et vous verrez que à cause de lui, ou plutôt grâce à lui, vous aurez une famille unie. Et je pense que c'est ce qu'on découvre petit à petit. Il n'empêche qu'il y a toutes les engueulades classiques des familles nombreuses, mais il y a quelque chose là qu'on va découvrir de plus en plus. Oui, on pourrait dire qu'il y a un acte de foi finalement. Parce que c'est vrai qu'il prend beaucoup de place. C'est vrai qu'il est le 6e avec les 2 autres qui sont très rapprochés, donc difficile pour les 2 autres. Et donc forcément, les psychologues vous diront que ça crée des blessures, etc., etc. Bon, c'est vrai. On essaye d'être très attentif à ça, mais il n'empêche que c'est la réalité. Et il y a cet acte de foi qui nous dit, finalement, l'amour est beaucoup plus grand que tout ça. Et tout cet amour dans lequel nous baignons avec la naissance de Jérôme, c'est aussi quelque chose qui fait grandir. Et c'est une grande chance pour nos enfants, y compris ceux qui sont juste à côté de lui et qui ont eu peut-être moins de temps de leurs parents, et puis pour nous aussi, pour nos parents. Et pour aller plus loin, et là on va toucher à un mystère et quelque chose qui me dépasse infiniment, qui nous dépasse infiniment, je me demande si Jérôme n'a pas des antennes qui le mettent en lien avec le monde spirituel. En fait, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, c'était le jour de la fête des pères. On a été au cimetière où son grand-père est enterré. En arrivant, il s'est tourné donc vers Arnaud, donc vers mon mari, et il lui a dit « Bonne fête, mon cher Arnaud !» Et ça, c'est une expression qu'utilisait papa, donc papa qui est décédé il y a 2 ans. Alors, on était un petit peu étonnés. On lui a dit, qu'est-ce que tu es en train de nous dire, là? Et lui de nous répondre, c'est grand-père qui vous dit ça. Hein, papa? Comme s'il avait entendu cette voix. C'est très curieux. Et spirituellement, j'aimerais bien quand même témoigner de sa réponse. Jérôme a fait sa première communion à 7 ans, je crois. C'est pas simple de préparer un enfant avec un handicap au sacrement, parce que là aussi, ils nous mettent à nu. Et on parle, oui, avec notre intelligence, mais en face, on se dit qu'est-ce qu'il comprend intellectuellement? Comment il reçoit cette annonce du mystère et notamment de l'Eucharistie? On ne sait pas. Dans la foi, cette première communion a eu lieu et c'était magnifique. Mais quelques temps plus tard, j'ai été voir Jérôme et je lui ai dit, écoute, petit bonhomme, comment tu fais pour communier? Je me disais, j'espère qu'il ne communie pas de manière indigne. Et alors là, il m'a regardé tout simplement, il m'a dit, oh, tu sais, maman, quand je reçois l'hostie dans ma main, je fais un baiser à Jésus et puis je le mange.
je crois que depuis, je ne communique plus de la même façon. Ce baiser à Jésus, il m'habitera jusqu'à la fin de mes jours. Oui, je suis sûre que les enfants avec une trisomie, les autres handicaps, je ne les connais pas, sont connectés au monde spirituel. C'est difficile de mettre des mots sur cette réalité, mais qu'elle existe, c'est une certitude intérieure. Finalement, on parle de Jérôme, mais on pourrait parler des enfants comme Jérôme, qui sont dans notre monde, qui sont une antidote à notre monde qui est froid, qui est sans âme, qui est quand même un monde très efficace. On est dans un monde de l'efficacité. Et eux, ils sont dans la gratuité. Et en fait, par leur gratuité, c'est curieux, mais c'est comme ça, en fait, ils rendent le monde plus efficace. Voilà, c'est très étonnant. On pourrait disserter de la gratuité dans le monde. Moi, je sais, j'avais un peu réfléchi dans mon métier à la gratuité dans l'entreprise. En fait, quand on y réfléchit un peu, s'il n'y a pas de gratuité dans l'entreprise, on est beaucoup moins efficace. On a besoin de moments gratuits pour échanger, pour discuter, pour prendre un café ensemble. Et c'est ce qui nous rend peut-être plus solidaires, travailler en équipe, être plus créatifs, essayer de... Voilà, plus créatifs ensemble. Bref, ils sont là aussi pour ça, voilà, pour nous encourager ou rendre notre monde plus entre guillemets, plus relationnel. Et quand ils se sentent aimés, ces enfants, ils répandent beaucoup d'amour autour d'eux. Et donc leurs proches, bien sûr, nous on a la chance, on est les premiers à en bénéficier. Ce qui est important aussi dans cette question du handicap, c'est de voir combien il y a un passage de relais. En fait, nous, on a appris à être parents d'un enfant porteur de trisomie grâce à d'autres parents. Voilà, qui n'étaient pas forcément chrétiens d'ailleurs, mais c'est un espèce de passage de relais. Et nous, maintenant, peut-être que par notre témoignage, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est à notre tour de passer le flambeau pour dire que oui, l'accueil d'un enfant avec une trisomie, c'est possible et ce n'est pas la catastrophe qu'on veut parfois nous faire croire. Et qu'en fait, le bonheur, il peut être au rendez-vous. C'est important. Et ça, c'est le message qu'on a envie de faire passer. Si vous rencontrez des personnes qui sont dans cette situation, qui attendent un enfant entre guillemets différent, dites-leur d'abord de ne pas rester seul pour affronter les difficultés qui viendront. Et surtout, osez leur dire, c'est difficile, mais je pense qu'il faut oser le dire, qu'ils vivront de grands et de beaux moments. Pour finir, en fait, quand on prend un petit peu de recul par rapport à ces 14 années passées, on peut être que dans l'action de grâce et la joie. Voilà. Et on a envie de dire merci. D'abord, merci à nos enfants qui ont accueilli leurs petits frères. Comme je l'ai dit précédemment, nos enfants qui finalement, parfois, auraient aimé qu'on prenne plus de temps pour eux, au détriment de Jérôme. Et donc, qui ont été et qui sont toujours assez extraordinaires dans leur accueil, dans l'amour qu'ils peuvent donner à leurs petits frères, qui leur rend bien aussi. C'est vrai que le merci, il s'impose. Merci Dieu. Il y a une petite prière toute simple. Un jour, je me rappelle avoir chanté pour la première communion d'un neveu, et le prêtre, qui était assez âgé, nous a fait chanter en boucle « Merci Dieu, merci, merci Dieu, merci, merci Dieu, merci ». On me disait, c'est quand même un petit peu... c'est pas très élaboré comme prière. Et aujourd'hui, c'est celle qui me vient, effectivement. Merci Dieu, merci. On n'aurait jamais choisi cette vie-là. On n'aurait jamais, nous, avec nos petits raisonnements un peu étriqués, choisi cette grossesse, cette naissance de Jérôme. On n'aurait jamais choisi. Et pourtant, aujourd'hui, on a envie de dire merci. Et merci à nos enfants qui vivent l'aventure avec nous, parce que c'est une aventure, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, jour après jour, parce que c'est pas simple. Mais je pense que, dans le fond, ils pressentent que c'est une aventure merveilleuse, finalement, qu'ils vivent.
Très souvent, ils nous disent, ouais, quand je discute avec des copains, etc., finalement, on a de la chance, finalement, voilà. Mais les remercier, parce que c'est sans doute, et même sûrement pas tous les jours si facile. Mais au bout du compte, c'est vrai que c'est un immense merci qui jaillit du fond de mon cœur. Si vous pensez que votre témoignage ou celui d'un proche pourrait intéresser les auditeurs de Bethesda, nous vous invitons à prendre contact avec nous en nous écrivant à l'adresse suivante témoignage@bethesda-podcast.fr. Nous vous garantissons de vous répondre avec toute la discrétion nécessaire dans certains cas. Et si vous avez apprécié ce témoignage, si vous voulez soutenir l'effort de Bethesda qui est diffusé gratuitement, nous vous invitons à faire un don sur le lien de paiement en ligne indiqué dans le descriptif de cet épisode. Bethesda doit être diffusé au plus grand nombre. Il doit être gratuit. C'est pourquoi nous appelons ceux qui le veulent et qui le peuvent à nous aider à supporter les coûts de production et de diffusion. Bethesda, c'est une production de Zeteo, une petite équipe indépendante, pleine de bonne volonté, mais une équipe qui n'ira pas loin si elle n'est pas aidée. Alors d'avance, un grand merci à ceux qui feront un don. Il n'y a pas de petits montants. Il n'y a que des beaux gestes. À très bientôt.